On se retrouve avec quelques minutes de retard. Voilà, mais chacun est en train de se réinstaller dans cet amphithéâtre de l'Université de La Réunion. Merci d'être resté en ligne. On va pouvoir commencer cette table ronde numéro 3 sur l'institutionnalisation de la réponse aux catastrophes. Est-ce un pari réussi? En effet, la question des réponses aux catastrophes est un des champs qui a le plus avancé dans le secteur humanitaire comparé à d'autres réponses ou d'autres crises. Grâce à un travail en commun, il reste encore beaucoup de défis, mais pour nous, il était important de rentrer dans cette question, surtout que c'est un champ très particulier qui est investi par la Fédération internationale Croix-Rouge et Croissant-Rouge sur le droit international sur les catastrophes. Donc, pour modérer cette table ronde, on va la lancer déjà. Voilà, donc pour lancer cette table ronde, donc un champ vraiment très investi et au centre du travail du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge, deux modératrices qui sont bien ancrées. On retrouve d'abord Marie Fabien, qui a passé de nombreuses années au siège de la Croix-Rouge française, à la direction des relations opérations internationales. Marie, vous avez travaillé comme chef de délégation aux Comores et à la fin de cette mission, vous avez rejoint la Piroie au poste de responsable de formation et de la recherche. Nous accueillons ensuite à distance avec un énorme décalage horaire. Bravo pour ton courage, Gaïa, parce que je sais que tu es en pleine nuit. Gaïa Fèvre. Donc Gaïa, toi tu as un master en droit international et en politique internationale de l'Université de Sherbrooke à Québec. Et en fait, vous êtes venue travailler ici comme assistante de recherche au sein de la Piroie pour travailler très précisément d'ailleurs sur cet inventaire comparatif des cadres normatifs applicables aux actions internationales en cas de catastrophe dans ces pays du sud-ouest de l'océan Indien. Vous travaillez aussi sur la transition écologique. On a vu deux transitions à décloisonner impérativement et absolument pour remettre l'humain au centre. Donc Gaïa et Marie, je vous laisse la main pour modérer cette table ronde. Alors merci Virginie. Bonjour à tous, donc Marie Fabien, la coordinatrice régionale du programme de la Piroie et effectivement auparavant responsable de la formation et de la recherche. Et donc j'ai eu le plaisir de concrétiser une convention de partenariat avec la Fondation Croix-Rouge et la Piroie qui a donné lieu notamment à cette conférence aujourd'hui. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir être parmi vous et de co-animer cette table ronde. Et comme je le disais tout à l'heure, le soutien à 3 bourses de recherche, dont 2 lauréates vont pouvoir nous présenter leurs résultats demain. Donc c'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et les précédentes tables rondes nous ont vraiment ouvert les portes pour la nôtre, puisque nous avons pu donc ce matin comprendre les enjeux humanitaires de la zone et les risques auxquels sont exposées les populations. D'une part, et d'autre part, les capacités de réponse et de coordination des différents partenaires. On a pu le voir, il a été à de nombreuses reprises cité le rôle des États dans cette coordination et la question de la création de normes. C'était vraiment vos questions juste avant, donc c'est parfait puisque notre table ronde va approfondir cette thématique de création de normes appliquées au droit des catastrophes. Nous allons donc maintenant explorer ensemble l'organisation de la réponse au sein des États, puisque c'est vraiment les principaux concernés et responsables des secours apportés face à une situation de crise. Les bureaux nationaux de gestion des risques de catastrophes sont vraiment les pierres angulaires du système de réponse aux vulnérabilités climatiques. Nous allons donc voir que les différents pays de la zone n'ont pas du tout les mêmes cadres de référence concernant le fonctionnement de leur institution. Mais cependant, comme le disait aussi Virginie, c'est vraiment un champ qui a très rapidement et largement progressé ces dernières années, puisqu'ils ont tous les États de notre zone ont intégré le besoin d'une législation claire pour œuvrer à la gestion et à la réduction des risques.
tant pour leurs propres activités en tant qu'État et en tant que Bureau national de gestion des catastrophes, que pour la population et la société civile. Et à ce propos, la Piroie, en lien avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, travaille à apporter des informations et des outils pour aller dans ce sens, en renforçant l'approche juridique des catastrophes. Donc, une recherche a été menée par Gaïa, qui va co-animer la session, pour faire un état des lieux des cadres législatifs concernant les catastrophes dans les États de la zone du sud-ouest de l'océan Indien. Et au travers de l'organisation de cette table ronde, elle va vous montrer, avec l'aide de nos panélistes aujourd'hui, l'évolution et la construction du droit des catastrophes dans la zone de l'océan Indien et comment la Fédération et la Piroie, avec les sociétés nationales, peuvent soutenir leur gouvernement dans ce plaidoyer. Donc je laisse la parole maintenant à Gaïa. Merci beaucoup Marie, j'espère que vous m'entendez bien. Pour commencer, je dirais que lorsque les États ou encore la communauté internationale se mobilisent pour apporter son soutien dans le chaos qui va suivre une catastrophe majeure, le droit et les règles ne sont pas les premières choses qui nous viennent à l'esprit. C'est vrai, pourquoi se préoccuper et s'encombrer des aspects juridiques lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour sauver des vies? Par contre, lorsqu'on pense catastrophe, on pense presque automatiquement à acheminement de l'aide, envoi de marchandises, du personnel. On pense aussi à la coordination et nécessairement aux bureaux nationaux de gestion des risques, qui en effet vont jouer un rôle déterminant dans la gestion de crise. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les lois sont les règles qui nous lient dans la vie de tous les jours et qu'elles vont être encore plus importantes dans un contexte de catastrophe. Les obstacles juridiques au moment du déploiement des opérations peuvent être aussi gênants que des coulées de boue ou des vents violents. Imaginez que les marchandises que vous envoyez restent bloquées dans les bureaux de douane durant des jours, des semaines avant d'arriver auprès des populations, ou encore que le personnel humanitaire, une fois arrivé sur place, soit obligé de faire une quarantaine. D'ailleurs, au cours des premières opérations de réponse face au Covid, les restrictions à la circulation transfrontalière des personnes, des biens et des équipements représentaient des difficultés très importantes avec lesquelles il a fallu apprendre à composer. Puis à ça s'ajoutait qu'il n'était pas facile de comprendre tous les décrets d'urgence des gouvernements. Et les restrictions qu'ils imposaient empêchaient parfois les sociétés nationales de fournir des secours. D'ailleurs, la Fédération et ses équipes de juristes se sont mobilisées très tôt et très vite pour décortiquer ces décrets et proposer aux sociétés nationales des plaidoyers ciblés pour lever les obstacles à l'assistance et permettre le déroulé des opérations. Alors, vous voyez bien que le droit joue un rôle essentiel et pour approfondir notre réflexion, nous allons passer la prochaine heure et demie avec des intervenants et intervenantes d'exception qui, par le partage de leur expérience, vont vous montrer comment le droit sauve des vies en situation de crise et en quoi il est important pour la coopération régionale, véritable enjeu humanitaire. Alors, autour de cette table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Olivier Dupéré, maître de conférences en droit public à l'Université de La Réunion, Monsieur Mohamed Djouney Madiali, conseiller technique à la Direction générale de la sécurité civile de l'Union des Comores, Madame Isabelle Granger, conseillère juridique pour le programme de droit des catastrophes de la Fédération, et le lieutenant-colonel Stéphane Dren, adjoint militaire du CEMIS et du chef du bureau de gestion de crise. Chacun des intervenants et intervenantes aura 15 minutes de présentation et on terminera par une période de questions et d'échanges avec la salle, présentielle et virtuelle. Alors, avant toute chose, notons qu'il n'existe pas à ce jour au niveau international un régime juridique central de secours relatif à l'assistance internationale. Mais ça, ce n'est aucunement révélateur de l'étendue du droit en la matière. C'est pourquoi je me tourne vers Monsieur Dupéré pour ouvrir cette conférence et lui demander de nous expliquer où en est la communauté internationale dans son processus de codification. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Alors merci Marie, merci Gaïa de m'avoir invité à participer à cette conférence. Alors je ne sais pas si c'était fait exprès, mais j'ai quand même noté que lorsqu'il a été question d'état d'urgence par toi, Gaïa, tu as fait référence à des intervenants d'exception. Alors je ne sais pas si la formule était tout à fait choisie, en tout cas... Pourquoi pas, parce qu'on a affaire effectivement à des régimes qui sont des régimes exceptionnels.
Alors, je vais vous parler donc de l'intégration de la dimension juridique et opérationnelle en matière de réponse aux catastrophes, pour souligner que cette intégration est une tendance, je dirais, structurante de la coopération internationale. Alors, juste pour bien spécifier ce dont je vais parler, alors quelques définitions. Alors, par opérationnel, ici, j'entends l'ensemble des prestations qui permettent de fournir des secours aux populations touchées par les catastrophes, l'acheminement des secours, leur stockage, leur répartition, leur distribution, etc. Et par dimension juridique, qu'est-ce que j'appelle juridique? Alors, on pourrait disserter à l'infini sur qu'est le juridique, mais je dirais très simplement que c'est l'ensemble des prescriptions, l'ensemble des habilitations qui vont ici s'imposer aux différentes parties prenantes à la réponse à une catastrophe. Et évidemment, il peut y avoir plusieurs niveaux de juridique, le niveau international avec plusieurs niveaux, le niveau universel, le niveau régional, etc., le niveau national, etc. Alors, juste pour bien vous permettre de bien comprendre la portée du propos, puisque tout le monde n'est pas juriste ici, je voudrais juste apporter très brièvement et très schématiquement une petite précision sur certains modes de formation du droit international. En droit international, la formation des normes, alors elle se fait régulièrement d'une façon, je dirais, sédimentaire. Une façon sédimentaire, c'est-à-dire que les pratiques des acteurs internationaux, celles des États en particulier, eh bien, peuvent évoluer vers des usages qui eux-mêmes vont pouvoir évoluer vers d'authentiques normes juridiques de type coutumier. On parle de coutume internationale, on parle d'une norme juridique, et où on peut avoir affaire à des pratiques qui vont s'avérer suffisamment univoques, précises et répandues pour faire évoluer ce qu'on appelle le droit international général. Et le constat de ces évolutions, la formation d'une nouvelle norme coutumière, la formation d'une nouvelle norme de droit international général, eh bien, le constat de ces évolutions est donc essentiel pour identifier de nouvelles normes du droit international et donc d'éventuelles évolutions. Et cette identification, et c'est ça ce qu'il faut comprendre, l'identification de cette nouvelle norme, elle peut se faire au travers d'instruments qui sont des instruments non contraignants. Donc, par exemple, une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, etc., etc. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans des décisions de justice, c'est-à-dire dans des textes authentiquement obligatoires, eh bien, vous pouvez trouver des références à des instruments qui ne sont pas contraignants, tout simplement parce que ces instruments non contraignants ont pour fonction d'identifier certaines normes de droit international, qu'elles soient coutumières, de droit international général notamment. Alors ici, la question que je vais me poser, donc, c'est finalement quel est le rôle qu'on veut faire jouer au droit en matière de réponse aux catastrophes, en matière de fourniture des secours aux populations touchées par une catastrophe. Alors je vais ici me situer sur un plan très général qui est sur le plan universel, parce que c'est finalement à ce niveau-là qu'on va trouver le plus petit dénominateur commun en matière de droit aux réponses des catastrophes, dénominateurs communs qui pourront être ensuite modifiés, complétés aux différentes échelles internationales, notamment régionales, sous-régionales, etc. Alors, si on regarde, pour présenter les évolutions, alors il faut évidemment prendre en compte ce qui existe aujourd'hui, et il faut un point de référence, et le point de référence, évidemment, il faut le trouver dans le passé. Alors, pour illustrer les évolutions que Marie et Gaïa m'ont invité à présenter, je dirais très simplement qu'il y a, en ce qui concerne le rôle qu'on veut faire jouer au droit en matière de réponse aux catastrophes, je dirais qu'on peut schématiquement, et évidemment en 15 minutes ça sera très schématique, je dirais schématiquement qu'on pourrait distinguer deux périodes. La première période, c'est celle qui court des années 60, des années 1960 au début des années 2000, où on ne conçoit pour le droit finalement qu'un rôle relativement limité. Un rôle relativement limité qui est de préciser certaines modalités de la réponse aux catastrophes, mais certaines modalités seulement. Ça, c'est ça, des années 1960 au début des années 2000, grosso modo. Au début des années 2000, on voit s'enclencher une toute autre logique, notamment sous l'impulsion des organes du mouvement de la Croix-Rouge. On va voir apparaître
dans les instruments internationaux, eh bien, des logiques qui entendent faire jouer au droit un rôle de plus en plus déterminant en matière de réponse aux catastrophes, c'est-à-dire qu'on va en arriver, on voit aujourd'hui apparaître, on a vu apparaître aujourd'hui des instruments qui entendent faire déterminer non seulement le principe, mais aussi les modalités de la réponse aux catastrophes par un ensemble de règles juridiques. Alors je reviens sur le premier temps, grosso modo, les années 1960 à la fin des années, à l'an 2000, grosso modo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout d'abord, on a le Conseil économique et social des Nations Unies qui adopte un certain nombre d'instruments pour inciter notamment les autres organes des Nations Unies, l'Assemblée générale en particulier, eh bien, d'intervenir pour faciliter la fourniture de l'assistance internationale en cas de catastrophe. On a d'abord pensé aux catastrophes naturelles, mais très vite, on a élargi ça à toutes les catastrophes. L'objet des différentes résolutions que l'Assemblée générale des Nations Unies adopte à ce moment-là, c'est pas de constater des règles de droit, très clairement, c'est d'inviter les acteurs internationaux, les États, les ONG, comme on dit aujourd'hui, c'est d'inviter les acteurs internationaux à mettre en place des arrangements pratiques pour fluidifier la fourniture, pour garantir la fourniture de secours aux populations touchées par une catastrophe. Et c'est donc on a un ensemble de résolutions qui vont inciter les États à mettre en place des arrangements pratiques, et c'est dans la somme de ces arrangements pratiques suggérés, recommandés aux États, qu'on va voir apparaître une première référence au rôle que peut jouer le droit en matière de réponse aux catastrophes. Alors, les arrangements pratiques que les États sont invités à mettre en place, chacun pour leur part, eh bien, ces arrangements pratiques, ça ne concerne pas que les États. Ces arrangements pratiques, eh bien, on les voit à trois niveaux. Ils sont recommandés aux États qui sont susceptibles de recevoir une assistance internationale. Ils sont recommandés aux États qui sont susceptibles d'offrir une assistance internationale, et ils sont recommandés aux autres organes de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors je passe très vite sur ce troisième point, puisqu'à l'époque, le système des Nations Unies avait se préoccupé de développer sa capacité à coordonner l'assistance internationale, et que ça aboutit notamment à mettre en place un certain nombre d'organes sous l'autorité du secrétaire général. Je passe là-dessus, ce n'est pas le centre de mon propos. Alors, en vue de recenser, en ce qui concerne les États susceptibles de recevoir une assistance, eh bien, on a un ensemble de résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies qui va inviter ces États à développer en interne un ensemble d'arrangements pratiques pour leur permettre de se préparer à la catastrophe. Voilà. Alors, ce sont des choses très concrètes, hein. Il s'agit de former du personnel, il s'agit de mettre en place des plans nationaux de réponse aux catastrophes, il s'agit d'unifier la direction des opérations de secours, etc., etc. Et au titre de ces opérations de préparation, il est notamment recommandé aux États d'envisager des mesures appropriées, législatives notamment, bien pour faciliter la réception de l'aide. Dès les années 1960, les États sont invités à adopter tout type de mesures, y compris législatives, pour faciliter la réception de l'aide dans tous les domaines, que ce soit sur les droits de douane, etc., etc., etc. En plus, parallèlement à cette entreprise, l'Assemblée générale des Nations Unies avait invité le secrétaire général des Nations Unies à fournir une étude juridique sur le statut des personnels de secours déployés sur le terrain, pour justement dans cette optique de faciliter la réalisation des opérations de secours. Alors vous voyez ici que les aspects juridiques sont seulement des points, et j'insiste, des points de droit national ou international qui sont directement pertinents pour la fourniture des secours en cas de catastrophe, dans un but purement opérationnel. Il s'agit de faciliter ces opérations de secours. Ça, c'est ce qu'on constate dans un premier temps. Donc on a le rôle qu'on veut faire jouer au droit est finalement relativement circonscrit. Dans un second temps, on va voir apparaître dans les résolutions suivantes de l'Assemblée générale des Nations Unies une autre référence juridique. Alors qui n'est pas positive celle-ci, mais qui est plutôt négative.
Alors, il faut préciser une chose, c'est que au cours du premier temps, dans le cadre du premier temps que j'ai évoqué, la souveraineté des États récepteurs de l'assistance n'était pas considérée comme un problème juridique en soi. Elle n'était pas considérée comme un problème juridique en soi, sauf dans un cas particulier. Et ce qui le montre bien, c'est une déclaration de principe adoptée par la CICR en 1969. Dans cette déclaration de principe, l'offre d'assistance n'est pas du tout envisagée comme un problème pour la souveraineté de l'État. Elle est envisagée éventuellement comme susceptible de poser un problème politique, puisque la déclaration précise qu'elle ne doit pas être considérée comme un acte inamical. Ensuite, le seul point où la souveraineté des États est susceptible de poser un problème de principe, c'est le cas où une catastrophe, notamment naturelle, survient dans le contexte d'un conflit armé, où justement l'enjeu principal, c'est celui de la souveraineté sur un territoire déterminé. Voilà. C'est le seul point accessoire où la réponse aux catastrophes est susceptible de poser un problème juridique. Donc c'est une circonstance, une configuration relativement bien circonscrite. Dans le deuxième temps qui correspond à la résolution 46-182 de 1991, la souveraineté des États va être considérée comme un problème juridique de principe pour la fourniture de secours aux populations touchées par les catastrophes. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans cette résolution de 1991, l'Assemblée générale des Nations unies entend spécifier de manière expresse les rapports entre souveraineté des États touchés par la catastrophe et la je me perds un petit peu. Donc, l'Assemblée générale des Nations unies entend donc préciser les rapports entre la souveraineté des États touchés par la catastrophe et les opérations, c'est ça que je voulais évoquer, de réponse aux catastrophes. Voilà. Tout d'abord, l'Assemblée générale insiste sur le fait que la fourniture des opérations de secours ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté territoriale et l'intégrité territoriale et l'unité nationale d'un État. Bon. Pour ajouter aussitôt que, en principe, ça a évolué depuis, mais en principe, l'assistance internationale ne peut être fournie que sur demande de l'État, c'est-à-dire une espèce d'opération dans lesquelles l'État, finalement, aurait consenti un petit peu par avance à recevoir l'assistance. Et en conséquence de ce principe de souveraineté, eh bien, l'Assemblée générale des Nations unies pose de manière très claire que l'État touché a la responsabilité principale en matière d'opération de secours, et donc un rôle premier à jouer dans l'initiative, l'organisation, la coordination, la mise en œuvre de l'assistance humanitaire. Voilà. Mais voilà, vous voyez, finalement, ce problème juridique, aussi important soit-il, est relativement, finalement, je dirais, circonscrit. Il s'agit simplement d'inscrire l'assistance humanitaire, l'assistance en cas de catastrophe, dans le schéma général du système juridique international de l'époque. Alors, au début des années 2000, les choses vont commencer à changer, notamment sous l'impulsion d'acteurs comme le mouvement de la Croix-Rouge. On va assister à un mouvement qui va prétendre finalement assigner au droit le rôle de jouer le rôle de fondement, non seulement du principe même d'une réponse à une catastrophe, mais le rôle de fondement des modalités de cette réponse aux catastrophes. Et alors ça ne s'est pas fait en un document, ça ne s'est pas fait ni même simplement en quelques mois, c'est tout un processus qui aboutit en 2016 à l'adoption par la Commission du droit international de l'Organisation des Nations Unies d'un projet d'article sur la protection des personnes en cas de catastrophe. La Commission du droit international de l'ONU, juste pour préciser, c'est un comité d'experts, de juristes experts, représentatifs de toutes les grandes régions et de tous les grands systèmes juridiques du monde, et qui ont pour mission de proposer des projets de codification et même de développement du droit international, même si en pratique la distinction... Oups, pardon. Même si en pratique, donc, la distinction entre ce qui relève de la codification et du développement du droit international peut parfois être assez difficile.
On va voir donc dans ce projet d'article auquel je vais m'intéresser, qui constitue, à mon avis, le point le plus important, le point central de ce deuxième temps. Ce projet d'article va tout simplement proposer d'asseoir le principe même d'une réponse juridique, d'une réponse à la catastrophe sur une base juridique. Avant, d'asseoir sur une base juridique également toutes les principales modalités de cette réponse aux catastrophes. Alors, en ce qui concerne tout d'abord le principe même de la réponse aux catastrophes, les articles 2, 4, 5, 6 du projet d'article soulignent le rôle central en droit international de la dignité de la personne humaine, conçu comme fondement du droit international des droits de l'homme, mais aussi d'une obligation plus spécifique de respect et de protection des personnes en cas de survenance d'une catastrophe. Et sur cette base, droit international des droits de l'homme et obligation de respect et de protection des personnes en cas de catastrophe, le projet d'article consacre un droit des personnes touchées par une catastrophe au respect et à la protection de leurs droits de l'homme, conformément au droit international. Donc voilà, donc on a un schéma un petit peu en trois temps, dignité de la personne humaine, droit international des droits de l'homme et obligation de protection et de respect des droits de l'homme en cas de catastrophe, et on en déduit un droit des personnes touchées par la catastrophe au respect et à la protection de leurs droits de l'homme, conformément au droit international. Alors ce schéma, ce triptyque fondateur, finalement, il a une conséquence, c'est que désormais, les exigences d'adéquation et d'effectivité des réponses aux catastrophes sont explicitement considérées comme une condition du respect des droits de l'homme consacrés par le droit international. Et, conséquence de ça, les grands principes humanitaires qui sont repris par ce projet d'article, le principe d'humanité, le principe de neutralité, le principe d'impartialité et le principe de non-discrimination qui fait l'objet d'une consécration autonome, ces grands principes de l'assistance humanitaire sont considérés comme des conditions à respecter pour que donc l'assistance soit adéquate, qu'elle soit effective, efficace, et donc comme une condition de respect des droits fondamentaux consacrés par le droit international. Donc voilà, d'un côté, donc, vous voyez, on a un principe, le principe même de la réponse à toute catastrophe, il est aujourd'hui, on conçoit aujourd'hui qu'il soit déterminé sur une base juridique, et même, je dirais, sur une des bases juridiques les plus fondamentales qui soient. Alors, en ce qui concerne maintenant les modalités de la réponse aux catastrophes, évidemment, ici, la question, c'est de savoir comment, concrètement, on va fournir une assistance adéquate et effective aux personnes touchées par une catastrophe. Alors évidemment, c'est sur ce terrain-là qu'on va retrouver la souveraineté des États. C'est sur ce terrain-là qu'on va retrouver la souveraineté des États. Mais ce qui caractérise, à mon avis, le projet d'article, c'est que pour les auteurs du projet d'article, pour la Commission du droit international, le principe de souveraineté des États ne doit pas être interprété comme impliquant des modalités excessives par rapport à l'impératif de protection des droits fondamentaux des personnes touchées par la catastrophe. Et les auteurs de la Commission du droit international ont raisonné un petit peu, ont fait un raisonnement de proportionnalité, pour ceux qui connaissent un petit peu le droit et qui savent à quoi je fais référence. Alors, je vais aller relativement vite ici. Aujourd'hui, dans ce projet d'article, les États ont le devoir, d'après ce projet d'article, de fournir des secours et de protéger les personnes sur les lieux de la catastrophe. Bon. Quelque chose de très classique. Vous allez me dire, oui, sauf que ce devoir des États de protéger les personnes, de fournir les secours en cas de catastrophe, il est aujourd'hui bien moins fondé sur le principe de souveraineté territoriale des États que sur les droits fondamentaux que j'ai vus en premier lieu. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce devoir, il ne s'applique pas seulement sur le territoire de l'État, c'est-à-dire sur la zone où celui-ci va exercer sous sa souveraineté, mais également sur d'autres zones au sein desquelles l'État n'a pas de souveraineté, mais uniquement des droits de juridiction consacrés par le droit international, ou des zones sous le contrôle de l'État. Peu importe, je dirais, le fondement juridique ou le degré de certitude du titre qui donne à l'État un droit de contrôle. Donc si la souveraineté territoriale des États ne peut pas constituer la base juridique de ce devoir premier de l'État d'assurer la protection des personnes en cas de catastrophe, c'est qu'il y a un autre fondement, et l'autre fondement, ça ne peut être que
la dignité de la personne humaine et les droits fondamentaux qui en découlent. C'est également ce même fondement des droits fondamentaux qui aujourd'hui fonde, je dirais bien plus de manière assez ostensible, l'obligation des États de coopérer en matière de réponse aux catastrophes. Et là, on a notamment dans le commentaire que fait la Commission du droit international de son projet d'article, eh bien, elle fait ici une référence explicite à ces droits fondamentaux. Alors, cette logique qui consiste finalement à mettre en balance en quelque sorte la souveraineté des États et les droits fondamentaux des personnes touchées par une catastrophe, on la retrouve, je dirais, pour toutes les modalités concrètes finalement de fourniture de l'assistance. Alors, je ne vais pas tout détailler ici parce que j'ai un petit peu déjà excédé mon temps, juste un exemple. Bon, traditionnellement, on considère que le principe de souveraineté justifie que l'État ait un rôle principal à jouer en matière de direction, de contrôle, de coordination, de supervision des secours. Mais le droit international des droits de l'homme, eh bien, aujourd'hui, d'après la Commission des droits internationaux, justifie que ce rôle principal eh bien, soit relativisé, soit limité, ou en tout cas soit encadré d'une certaine manière. Bon. Juste deux exemples ici. Premier exemple, si une catastrophe, d'après le projet d'article, dépasse manifestement les capacités de réponse d'un État déterminé, eh bien, aujourd'hui, l'État touché doit rechercher, c'est une obligation, ça serait une obligation consacrée par le droit international, il doit rechercher l'assistance internationale auprès des acteurs susceptibles de la fournir, les autres États, l'ONU, les ONG pertinentes, etc. Voilà, donc il y a une véritable obligation qui est consacrée, qui vient limiter la souveraineté de l'État sur son territoire et son rôle en matière notamment de supervision des secours. Deuxième exemple. Olivier, je vais vous inviter à aller vers la conclusion. Oui. Donc deuxième exemple, alors, et je termine, promis, j'en passe à ma conclusion directement après. L'État aujourd'hui, dans le cadre de son projet d'article, on considère que l'État a l'obligation de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de son droit national pour faciliter la fourniture des secours. Mais aujourd'hui, alors ce qui antérieurement dans la première période était un simple appel, finalement, je dirais, au bon sens de l'État à adapter son droit national pour qu'il facilite, ce droit national ne fasse pas obstacle, mais facilite la fourniture des secours, est aujourd'hui conçu comme une véritable obligation d'adaptation qui trouve son fondement dans les droits internationaux, dans le droit international des droits de l'homme. Alors j'aurais pu développer plus avant sur les modalités de fourniture de la catastrophe, de l'assistance en cas de catastrophe, mais je vais m'arrêter là. Juste deux considérations terminales. Alors, ce projet d'article de la Commission du droit international, c'est un simple projet d'article. C'est une proposition que la Commission du droit international fait notamment aux organes des Nations Unies, et notamment en vue d'inciter l'Assemblée générale des Nations Unies à adopter un projet de convention en bonne et due forme. Un projet de convention en bonne et due forme, c'est-à-dire un projet de convention qui soit ouvert à la signature et à la ratification des États. Voilà. Et aujourd'hui, au sein de l'ONU et dans le contexte de la crise sanitaire, il y a de plus en plus d'appels faits à l'Assemblée générale des Nations Unies pour que ce projet d'article soit transformé en projet de convention ouvert à la signature et la ratification des États. Donc voilà ce que je voulais souligner. On a aujourd'hui donc on conçoit en matière de réponse aux catastrophes, on ne considère plus ça, je dirais, comme quelque chose qui relève du bon sens. On ne veut plus le considérer uniquement comme ça. Mais il y a toute une entreprise qui, depuis le début des années 2000, et aujourd'hui à travers le projet d'article, tend à faire de cette réponse aux catastrophes un ensemble d'opérations qui trouve son fondement dans le système juridique international. Voilà. Merci de votre attention et de votre patience. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour cette mise en perspective finalement de ces deux approches juridiques.
Alors, pour faire une transition, parallèlement au développement de ce régime international fragmentaire, on note aussi l'émergence de législations, règlements et politiques sur le plan national qui participent à l'institutionnalisation de la gestion des catastrophes. Comme le disait Marie, dans notre zone, presque tous les États ont adopté un cadre normatif et ou bien des politiques ou sont dans un processus d'adoption. En ce sens, je vais donner la parole à M. Dionnet afin qu'il revienne sur le chemin qu'a parcouru l'Union des Comores dans son processus d'institutionnalisation de la gestion des catastrophes. Je vous laisse la parole. On voit qu'il y a un petit souci de micro. On va regarder si Monsieur Dionnet peut activer son micro. Sinon, on va vous laisser le temps de le trouver. Sinon, on va passer à une autre intervenante, à Madame, parce que je sais que Madame Granger est en ligne. Oui. Madame Granger, je vais vous laisser la parole peut-être du coup pour revenir sur la dimension concrète de ce qu'on entend par droit des catastrophes et voir en quoi la fédération peut être vraiment un vecteur de facilitateur dans la co-construction et l'amélioration de normes régionales et nationales. D'accord, merci. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, très bien. D'accord. Je crois qu'il y a une présentation aussi, si vous voulez bien la mettre sur l'écran, s'il vous plaît. Donc, effectivement, la Fédération internationale a développé des recommandations pour les États pour fortifier leurs droits internes pour justement la préparation à la réponse internationale en cas de catastrophe. Et donc, je vais vous présenter quelles sont ces recommandations. J'aimerais juste préciser d'ailleurs que nous avons travaillé sur des recommandations qui portent aussi sur la réponse nationale aux catastrophes, c'est-à-dire sans un support international. Ce ne sera pas le sujet de ma présentation, mais par contre, je vous invite quand même à prendre ces recommandations en compte. Vous pouvez tout de suite aller à la prochaine diapositive. Donc, c'est bien connu, le nombre d'événements météorologiques extrêmes augmente constamment dû au changement climatique et leur impact aussi augmente de façon significative. Donc, non seulement le nombre de personnes qui décèdent suite à ces catastrophes augmente, mais aussi, bien sûr, le nombre de personnes qui sont affectées par ces catastrophes. Et donc, il s'ensuit des situations de vulnérabilité parfois extrêmes. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de mettre ces cadres juridiques en place pour faciliter un support à ces populations affectées. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, ici, c'est seulement pour mentionner que le nombre de déplacements suite aux catastrophes a augmenté, représente maintenant un nombre supérieur au nombre de déplacements pour des situations de conflit. Donc, ça justifie une fois de plus l'importance des cadres juridiques solides et efficaces pour la gestion des risques de catastrophe. La suivante, s'il vous plaît. Donc, ici, peut-être pour commencer avec quelques anecdotes de problèmes qu'on retrouve dans presque chaque réponse internationale à une catastrophe. La première situation a trait à des articles qui sont donnés, qui ne correspondent pas aux standards internationaux, qui ne correspondent pas à ce qui est demandé dans l'appel international du pays affecté. Souvent des articles qui ne correspondent pas à la réalité religieuse du pays ou qui sont usagés, qui ne peuvent simplement pas être utilisés dans la réponse. Pour vous donner un exemple, Fidji, après le cyclone qui a impacté le pays en 2016, le pays a dû détruire l'équivalent de 33 piscines olympiques de biens non sollicités. Donc, ça vient aussi avec des coûts importants pour le pays affecté. La deuxième anecdote a trait à des problèmes douaniers. Donc, souvent, l'aide internationale qui est envoyée fait face à des procédures qui doivent s'appliquer, qui s'appliquent à des situations normales, mais il manque un cadre d'exception pour les situations d'urgence. Il en résulte au fait des délais justement pour proportionner l'appui international aux personnes affectées en cas de désastre. La troisième situation, au fait, ça a trait à des articles qui ne correspondent pas au fait au droit national, des articles donnés, mais qui ne correspondent pas au droit interne national. Donc, par exemple, ici,
des rations de nourriture prête à manger qui ont été données aux États-Unis par l'Angleterre en 2005, mais à ce moment-là, il y avait une législation en place aux États-Unis qui faisait en sorte qu'il n'était pas possible justement de distribuer cette nourriture à la population. Donc, comme résultat, au fait, elle a dû être entreposée pendant de nombreux mois et ça a bien sûr généré des coûts importants. Et puis finalement, la population n'a jamais reçu ces rations de nourriture prête à manger. Alors, allons à la prochaine, s'il vous plaît. Alors, le deux types de problèmes qu'on rencontre le plus fréquemment dans les réponses internationales en cas de catastrophe. Le premier type de problème a trait à une bureaucratie excessive. Donc, c'est-à-dire soit au niveau des douanes, au niveau du type de visa pour l'immigration, au niveau des taxes. Donc, vraiment des procédures juridiques qui s'appliquent en temps normal. Mais par contre, il n'y a pas de système d'exception pour faciliter la réponse rapide en cas de catastrophe. Le deuxième type de problème qu'on rencontre sont souvent des acteurs internationaux au fait qui d'une part ne respectent pas le droit en place au niveau national et d'autre part qui ne respectent pas les normes de qualité internationales qui s'appliquent en cas de catastrophe. Donc tout ça, ça fait en sorte qu'il y ait des délais importants qui résultent de ces problèmes. Et puis finalement, ce sont les personnes qui sont déjà affectées par le désastre qui en souffrent au fait qu'ils ne reçoivent pas une aide de qualité de façon rapide. La prochaine, s'il vous plaît. Donc ici, ce qu'on veut illustrer, c'est que le nombre d'acteurs internationaux qui veulent supporter les pays affectés a augmenté de façon considérable depuis les 10-20 dernières années. Il y a des acteurs qui sont tout à fait qualifiés, des gouvernements, la protection civile, Nations Unies, des ONG aussi, la Croix-Rouge, bien sûr. Toutefois, il y a aussi beaucoup d'acteurs qui sont non qualifiés. Alors, ces acteurs-là, souvent, ce sont des acteurs qui ont une très bonne intention au départ, mais par contre, ils vont envoyer une aide internationale qui ne sera pas en norme avec les standards internationaux applicables. Et bien sûr, il en résulte des casse-têtes significatifs pour les pays affectés. Allons à la suivante, s'il vous plaît. Alors, ici, c'est pour illustrer justement ce que je viens de mentionner. Donc, les acteurs politiques qui souvent sont très bien, qui ont des considérations politiques, les professionnels humanitaires, mais par contre, ce qui nous préoccupe davantage, c'est vraiment les acteurs qui ont peu ou pas d'expérience dans la réponse internationale et qui n'enverront pas nécessairement les articles appropriés. On peut continuer. Alors, continuons déjà à la prochaine diapositive. Donc, sur la base de ces problèmes, la Fédération internationale a conduit en 2005 et 2007 un nombre d'études pour pouvoir bien comprendre quels étaient les problèmes juridiques qui affectent de façon plus importante les opérations internationales d'urgence. Et en même temps, on a procédé à une analyse du droit international applicable. Et allons à la suivante. Et sur la base de ces analyses, nous avons retiré les pratiques au fait qui sont souhaitables pour que les pays préparent leur cadre juridique pour la facilitation de l'aide internationale en cas de désastre. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler des lignes directrices IDRL ou IDRL Guidelines. Donc, un ensemble de recommandations au gouvernement pour une préparation optimum de leur cadre juridique et institutionnel en cas de catastrophe afin de faire face aux problèmes réglementaires communs dans les opérations internationales de secours. Allons à la suivante. Ces recommandations internationales prennent source dans le droit international applicable, et soit le droit international contraignant ou aussi le droit international non contraignant, comme par exemple les résolutions des Nations Unies, comme l'a mentionné mon collègue antérieurement, ou les standards de qualité internationaux, comme le projet SPHERE. Ces recommandations internationales ont été adoptées par les pays membres des conventions de Genève en 2007 à la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Allons à la suivante, s'il vous plaît. Donc, ce qu'elle mentionne principalement, c'est qu'au fait, les autorités nationales ont la responsabilité principale de répondre aux catastrophes.
Et par ailleurs, elle devrait proportionner des facilités juridiques aux acteurs internationaux pour les appuyer lorsque leur capacité de réponse n'est pas adéquate, n'est pas suffisante en cas de catastrophe. Et d'autre part, les acteurs internationaux doivent respecter des standards internationaux applicables et le droit national applicable aux pays affectés. À la suivante, s'il vous plaît. Donc, bien sûr, il s'agit d'un régime d'exception. Ces recommandations ne sont pas obligatoires, ce sont vraiment des recommandations. Toutefois, une fois qu'elles sont adoptées dans le droit national interne, bien sûr, elles deviennent des obligations pour le pays en tant que tel, mais aussi pour les acteurs internationaux qui appuient le pays affecté. Continuons, s'il vous plaît. Donc, je vais vous mentionner un petit peu quelles sont ces recommandations de façon plus précise. Je crois que j'ai déjà mentionné ce qui est écrit sur cette diapositive, donc nous pouvons continuer. Alors, d'une part, il est mentionné que dans ces recommandations que le pays affecté devrait procéder par un appel international. Donc, c'est aussi une question de souveraineté. Donc, les États ne sont pas obligés d'accepter de l'aide internationale. Leur consentement est requis avant que l'aide internationale puisse être acceptée ou envoyée de la part d'acteurs internationaux qui veulent appuyer. Il est recommandé aussi que l'appel international soit le plus précis possible quant à ce qui est demandé, tant au point de vue des biens qui sont demandés, des biens de secours qui sont demandés, mais aussi par rapport à la situation d'affectation au pays. Et aussi finalement par rapport au droit national qui s'applique à la réponse auquel devront se conformer les acteurs internationaux. Continuons, s'il vous plaît. Alors, une des recommandations aussi a trait justement à ce que mentionnait mon collègue, la souveraineté et l'intégrité territoriale, c'est-à-dire que le secours militaire qui est envoyé de la part de pays qui appuient à la réponse devrait être fait seulement avec le consentement du pays affecté et en dernier recours, et aussi sans uniforme si possible. Continuons, s'il vous plaît. Alors, ce qui est une des recommandations importantes de ces lignes directrices a trait à l'éligibilité des acteurs internationaux pour recevoir les facilités juridiques qui seront offertes par le pays pour faciliter la réponse internationale. Ici, ce qui est important de comprendre, c'est que toute aide n'est pas bonne. Donc, certaines aides est bonne, d'autres n'est pas bonne. Alors, il doit y avoir un mécanisme de contrôle pour s'assurer que l'aide entrante soit effectivement une aide de qualité qui répond aux standards internationaux et qui respecte le rôle central des autorités nationales dans la réponse et le droit national applicable à la réponse. Alors, ce critère d'éligibilité devrait être déterminé par le gouvernement, donc par le pays. Le gouvernement est invité à décider avant la survenance de la catastrophe quels sont ces acteurs internationaux qui seront bienvenus au pays pour apporter leur appui et leur support. Continuons, s'il vous plaît. Alors, au point de vue des facilités juridiques qui sont recommandées, d'une part, ça a trait pour faciliter l'accès du personnel international, donc leur donner des visas qui soient adaptés à leur situation au pays, donc une situation temporaire, mais aussi reconnaître leurs qualifications professionnelles. On voit souvent ce problème par rapport aux médecins, par exemple, donc qui viennent proportionner une aide internationale, mais toutefois leurs qualifications en tant que médecins ne sont pas reconnues au pays. Donc, souvent, c'est une aide qui est donnée dans une zone juridique vraiment très grise, sinon illégale. Donc, ce support est souvent toléré, mais par contre, ça peut vraiment générer des problèmes de responsabilité professionnelle importants. Un autre aspect, c'est au niveau des marchandises. Donc, il est recommandé que la loi sur les douanes a un système d'exception en place pour justement faciliter l'aide internationale en cas de catastrophe. D'une part, les procédures d'entrée douanière devraient être simplifiées et d'autre part, accélérées aussi. Donc, on parle vraiment de priorité à l'aide internationale en cas de désastre de grande magnitude. Et aussi, par rapport au transport aérien, on recommande de favoriser l'atterrissage prioritaire des vols contenant l'aide internationale.
Continuons, s'il vous plaît. Alors, ici, c'est seulement pour vous mentionner que les lignes directrices IDRL sont accompagnées aussi d'instruments qui peuvent faciliter leur implémentation en droit national. D'une part, nous avons développé une loi type IDRL. Donc, on invite les gouvernements justement à utiliser ce modèle pour préparer leur cadre juridique avant l'occurrence d'une catastrophe. D'autre part, nous avons aussi développé un modèle d'urgence sur la base des recommandations IDRL. On invite les gouvernements à utiliser ce modèle d'urgence si jamais la catastrophe a lieu avant que les cadres juridiques aient pu vraiment être préparés. Donc, c'est un modèle d'urgence, un modèle de décret qui peut être adopté par le pays après l'occurrence de la catastrophe. Continuons, s'il vous plaît. Alors, pour la mise en œuvre, on a travaillé avec plus de 90 pays jusqu'à ce jour, dont 37 qui ont vraiment adopté des normes dans leur cadre juridique nationaux pour mettre en œuvre ces recommandations des lignes directrices IDRL. Continuons, s'il vous plaît. Par rapport aux progrès régionaux, nous travaillons présentement avec l'Union africaine dans la rédaction d'une loi type de l'Union africaine sur le droit international des interventions en cas de catastrophe, qui sera utilisée par les États membres pour élaborer leur législation nationale en matière de gestion des risques de catastrophe. Et par ailleurs, la loi type s'inspire des recommandations et meilleures pratiques IDRL que j'ai mentionnées. Et puis, finalement, ce projet de loi type est destiné à servir d'instrument d'harmonisation des cadres juridiques des États membres de l'Union africaine pour rendre opérationnelle l'Agence humanitaire africaine. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette Agence humanitaire africaine aura un rôle de coordination et aussi d'appui aux pays affectés en cas de catastrophe pour justement coordonner la réponse internationale. Allons à la suivante, s'il vous plaît. Au niveau pays, deux exemples ici à citer avant de terminer ma présentation. D'une part, pour mentionner que la Croix-Rouge mauricienne a fourni un soutien technique à son gouvernement sur IDRL depuis 2015. Donc, suite à cet engagement, la Croix-Rouge a été invitée à prendre part à la rédaction de la loi nationale sur la réduction et la gestion des risques de catastrophe, officiellement adoptée en 2016. Et cette loi contient les dispositions relatives à IDRL, notamment par rapport aux biens importés au titre de l'aide aux personnes touchées par une catastrophe sont exonérées de droits de douane. La Fédération et la Croix-Rouge mauricienne font aussi partie des organisations dont les biens liés à leur activité normale non destinés à la vente sont admis en exonération de droits de douane. Et puis, finalement, lorsqu'un état de catastrophe est déclaré, le gouvernement peut, sur une base ad hoc, créer des conditions pour rendre le processus de visa beaucoup plus rapide et efficace. Et ensuite, le deuxième exemple a trait à la Mozambique. Donc, suite aux cyclones Ida et Kenneth en 2019, la rapidité et l'efficacité avec lesquelles la Croix-Rouge du Mozambique, conjointement avec la Fédération internationale, a coordonné le déploiement de biens, d'équipements et de personnels internationaux ont été largement reconnus. Et les efforts déployés par l'équipe nationale ainsi que la collaboration conjointe entre l'unité logistique et le programme de droit de catastrophe ont joué un rôle important dans l'obtention de facilités juridiques telles que la priorité d'atterrissage des vols humanitaires, le dédouanement simplifié des biens et équipements de la Croix-Rouge, ainsi que l'entrée rapide du personnel international de la Croix-Rouge, donc des facilités juridiques qui sont vraiment essentielles pour une réponse rapide et efficace. Alors, je m'arrête sur ces recommandations et puis je vous invite à lire ces lignes directrices et bien sûr, je demeure à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation du travail impressionnant réalisé par le programme de droit des catastrophes et qui est si précieux pour accompagner justement les États de la zone dans la construction de normes qui soient robustes. Je pense que nous avons réglé notre petit problème technique et je vais bientôt passer la parole
Amadi Ali Joanné. Avant ça, si vous avez des questions, notez-les bien. On va toutes les prendre à la fin des présentations. Merci beaucoup. Vous avez la parole. OK. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Oui, C'est parfaitement. parfait. Vous m'entendez? C'est bon, Junaïd, on vous entend bien. Allô, est-ce que vous m'entendez? On vous entend bien, allez-y. OK, je m'excuse puisque le bouton d'activation du son était bloqué, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, voilà, comme il a été dit, je m'appelle Mohamed Junaïd. Je suis le conseiller technique à la Direction générale de la sécurité civile au niveau de Moroni, aux Comores. Donc, je vais vous présenter la gestion des risques de catastrophe aux Comores, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'il reste encore à faire, notamment sur le cadre juridique. Alors, ma présentation se déroulera ainsi. Dans un premier temps, nous allons voir très vite le profil du pays, parler du pays, sa situation géographique. Et aussi, nous allons faire un petit rappel sur le profil des risques au niveau des Comores. Et nous allons voir aussi les capacités existantes. Et enfin, nous allons parler des perspectives. Alors, voilà, l'Union des Comores, comme vous le voyez dans cette carte, se trouve dans l'océan Indien. Il est composé de 4 îles, la Grande Comore, Anjouan, Mouéli et Mayotte. Mayotte, comme vous le savez, qui reste sous administration française. Alors, vous voyez sa superficie et aussi sa population. Vous voyez que la population des Comores est moins de 1 million d'habitants. C'est un tout petit pays. C'est un pays aussi très, très pauvre, comme vous voyez dans les données que je viens de montrer. Et ce qui est aussi important, l'agriculture, qui représente 3% du PIB, c'est une agriculture de subsistance. Seulement, on exporte 3 produits, notamment la vanille, la girofle et l'ilang-lang. Voilà, nous allons voir le profil des risques au niveau des Comores. Nous allons d'abord parler des risques hydrométéorologiques et climatiques. Nous allons parler d'abord des inondations aux Comores, comme vous voyez dans cette figure. Ces inondations sont dues principalement aux fortes pluies et à la montée de marées. Dans les 3 îles, il y a des caractéristiques différentes au niveau de ces 3 îles. Au niveau de la Grande Comore, ces inondations sont aggravées par le dépôt de cendres des éruptions de 2005. En 2005, il y avait des éruptions volcaniques, des éruptions de cendres qui ont venu colmater les pores et qui empêchent l'eau de s'infiltrer. C'est à partir de cette période où on commence à avoir beaucoup d'inondations. Par contre, au niveau d'Anjouan et de Mouéli, là-bas, les inondations ne sont pas très importantes par rapport à la Grande Comore, puisque à Anjouan et Mouéli, la capacité d'infiltration des sols est très élevée. Et aussi, on pourrait parler aussi des glissements de terrain qui sont surtout accentués par la déforestation et la croissance démographique en Anjouan et Mouéli. Donc, ces 2 photos-là vous présentent les inondations d'avril 2012, comme vous voyez dans la première photo, où la station de traitement de l'eau de Moroni a été complètement inondée, où le pays est resté pendant plusieurs semaines sans eau. Voilà. Et aussi, je rappelle aussi que, je l'avais dit tout à l'heure, les inondations majeures que le pays a connues datent de 2012, je viens de le dire, où 64 000 personnes étaient touchées et 1619 personnes étaient déplacées. D'ailleurs, pendant cette période de gestion de cette
crise, le pays avait élaboré un plan de relèvement justement pour la mobilisation des ressources. On pourrait parler aussi des glissements de terrain de 2014 en juin, où c'est la première fois aux Comores où on a mis en place, comme vous voyez dans cette photo, on a mis en place des camps de déplacés où 3030 personnes étaient déplacées et jusqu'à maintenant, il y a certaines familles qui n'ont pas pu regagner leur lieu d'habitation puisque ces zones-là ne sont pas habitables. Voilà. Et maintenant, on va parler des cyclones aussi, les cyclones, c'est l'aléa numéro 2 qui est dans le plan de contingence nationale, puisque nous avons un plan de contingence national qui traite 3 aléas majeurs. Nous allons revenir tout au long de cette présentation. Vous voyez ici qu'on a eu 23 cyclones de 1911 à 1961 en raison de un cyclone tous les 2 ans. On avait aussi 13 cyclones de 1967 à 1976 en raison de 8 cyclones de 1987 à nos jours. Peut-être cette faible fréquence pourrait être due par le grand protecteur Madagascar qui parfois peut justement constituer un obstacle pour les Comores. Toutefois, comme le cas en avril 2019, le cyclone Kenneth a contourné Madagascar et a touché directement le pays. Alors, on va voir le bilan de Kenneth en avril 2019 que je viens de parler. Vous voyez les chiffres clés. Donc, on a eu 4854 maisons qui ont été totalement détruites, 345 000 personnes affectées. D'ailleurs, on avait classé les zones en 3 zones. Il y avait les zones de catégorie 1, catégorie 2 et catégorie 3 selon la gravité des personnes qui étaient affectées. Et aussi, vous voyez aussi qu'on a les dommages et pertes dus au cyclone étaient évalués à 185 millions de dollars. Alors, maintenant, nous allons parler des risques géologiques. On va parler maintenant du volcan Karthala, le volcan Karthala qui occupe le détroit de l'île de la Grande Comore, et aussi, comme vous voyez dans ce tableau, on a eu, ça veut dire qu'avant, on avait une fréquence de 11 éruptions volcaniques, mais depuis 2007, on a eu 4 éruptions volcaniques, dont 2 éruptions, comme je l'avais dit tout à l'heure, 2 éruptions de cendres qui ont venu colmater les pores et qui empêchent l'eau de s'infiltrer facilement. Et aussi les séismes, comme vous voyez ici, les séismes au niveau des Comores sont généralement dus à l'activité du volcan Karthala. Nous avons aussi les risques sanitaires, puisque les risques sanitaires, c'est l'aléa numéro 3 qui est traité dans le plan de contingence nationale. Donc, aussi, les Comores, vu sa position géographique, les Comores aussi est vulnérable par rapport aux risques. Nous avons connu le choléra, nous avons la Covid, puisque les données officielles du 30 juin publiées par le ministère de la Santé, les Comores ont enregistré 39 000 cas, 146 décès et 3 765 guéris. Donc, vous voyez que la Covid a touché aussi les Comores. Alors, voilà, maintenant, nous allons parler qu'est-ce qui existe au niveau du pays. D'abord, nous allons parler du plan Comores émergent, Junaid, je vous qui est la invite à faire... planification nationale à l'horizon 2030. Junaid, je vous invite à faire un peu plus court sur cette Oui. partie. Je vous invite à Allô? faire un peu plus court sur cette partie.
D'accord, merci beaucoup. Nous avons une stratégie nationale en cours de révision. Nous allons revenir sur ça. Nous avons aussi la Direction générale de la sécurité civile, qui est le Bureau national de gestion de risques de catastrophe, et aussi c'est la principale organe de la coordination de la préparation aux réponses aux urgences, et aussi la Direction générale est le point focal de la plateforme nationale. Je vais aller beaucoup plus vite. Vous voyez ici maintenant la structure de coordination existante, qui est, c'est-à-dire qu'en cas de crise, la coordination s'effectue au niveau de la DGSM. Nous avons une plateforme nationale depuis 2012 qui est composée de 3 niveaux. Il y a le niveau national, le niveau régional, le niveau local. Nous avons aussi 3 centres d'alerte, puisque j'avais dit que nous avons, dans le plan de contingence, on traite 3 risques majeurs. Nous avons l'OVK, qui est l'Observatoire volcanologique du Karthala. Nous avons la direction technique de la météo pour les aléas hydrométéorologiques, et nous avons la direction nationale de la santé. Alors, vous voyez maintenant le schéma du flux d'informations en cas d'alerte. Une fois que nous avons une alerte, l'information est acheminée vers la Direction générale de la sécurité civile, et la Direction générale va réunir la coordination nationale. Vous voyez ici ce schéma, comment l'information est partie au niveau des centres d'alerte jusqu'à la population. J'ai donné ici un exemple du schéma du système d'alerte précoce pour les cyclones, et aussi le système de communication de transmission de l'alerte cyclonique. Alors, maintenant, je l'avais dit tout à l'heure, en termes de planification, nous avons le plan de contingence nationale qui traite 3 aléas majeurs. Nous avons les plans spécifiques sectoriels. Nous avons un plan tsunami, un plan cyclone. Nous avons aussi des plans de contingence insulaires au niveau d'Anjouan, Mouéli et Grande Comore. Nous avons aussi un plan Polmar qui a été élaboré avec l'appui de la COI, qui n'a jamais été réactualisé depuis 2010. Alors, maintenant, nous allons parler de l'état de lieu. Actuellement, le PNUD, la Direction générale de la sécurité civile, mène un projet avec l'appui du PNUD Jeff. Plusieurs actions ont été menées, notamment la mise à jour de la stratégie nationale qui est en cours. Nous avons aussi l'élaboration d'un cadre législatif et réglementaire pour la GRC aux Comores, qui est actuellement, nous sommes en train de recruter le consultant devant élaborer cette consultation. Nous avons aussi développé un système de diffusion, de transmission d'alerte précoce pour les aléas cyclones inondations. Je l'avais dit tout à l'heure, la réactualisation du plan de contingence nationale. Actuellement, nous sommes en train de mener une évaluation des risques des aléas, et surtout, nous sommes en train aussi de mettre en place un mécanisme pour le déclenchement d'un fonds d'urgence. Et aussi, nous avons la DGSC, mais nous sommes en train de mettre en place des unités locales de protection civile au niveau de communautés. Et surtout, aussi, c'est la mise en place des masters de gestion des risques de catastrophe. Actuellement, les étudiants sont en stage. Justement, les différents étudiants qui ont suivi qui ont fait cette master vont rejoindre les différents départements nationaux impliqués dans la gestion des risques de catastrophe. Actuellement aussi, la Banque mondiale est en train de financer un projet de relèvement. C'est un projet issu du plan de relèvement post-Kenneth, qui justement, ce projet consistera justement à l'élaboration d'infrastructures publiques qui ont été endommagées pendant le cyclone Kenneth. Alors, les perspectives, voilà, c'est le renforcement des capacités humaines au niveau de la DGSC, et aussi, puisque nous avons une plateforme nationale mais qui n'est pas fonctionnelle, justement, c'est de pouvoir élaborer des textes justement pour assurer à ce que cette plateforme nationale soit fonctionnelle. Et aussi au niveau de la compréhension des risques qui est très limitée au niveau national.
et aussi c'est le prépositionnement des stocks non alimentaires en cas d'urgence. Je vais aller beaucoup plus vite. Et voilà, en résumé, je vous remercie puisque le temps était court, j'ai pas pu vraiment, mais quand même j'ai pu présenter les éléments qui m'ont été que j'avais préparés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour en fait la présentation de tout ce processus d'institutionnalisation, et je pense que je peux parler au nom de tout le monde en disant que nous avons hâte de voir justement l'émergence de ce cadre juridique, de pouvoir l'étudier, le décortiquer et de voir donc comment il pourra améliorer l'assistance. Après ces 3 présentations, on s'est dit que le droit des catastrophes englobe aussi bien les cadres juridiques, politiques, établissant les structures gouvernementales que les mécanismes de coordination et les responsabilités respectives nécessaires pour préparer et répondre efficacement aux crises. On comprend que les gouvernements ont la responsabilité de développer leur propre législation et de s'assurer que les acteurs concernés puissent s'en saisir. Alors, en filigrane de l'ensemble de ces présentations, on note aussi que la réponse aux catastrophes passe nécessairement par une réponse qui est logistique, qui elle-même se voit facilitée si des règles sont adoptées en amont. Alors, je me tourne cette fois-ci vers le lieutenant-colonel Stéphane Dren, afin qu'il nous donne un exemple très concret de l'importance de la mise en place de ces cadres, en nous expliquant comment le hub logistique de la Réunion permet de répondre à des catastrophes majeures à Mayotte. Je vous laisse la parole. Je ne vous entends pas. C'est bon. Merci Gaïa, merci Marie de nous avoir invités afin qu'on puisse présenter ce hub logistique qui a été pensé au sein de la zone océan Indien en cas de catastrophe majeure. Alors je vais recontextualiser un petit peu ce hub logistique, à quel moment il a été redéfini au niveau de l'État français. Donc en 2018, découverte d'un volcan sous-marin au large de Mayotte, au large pas si loin que ça, hein, puisque 50 km de petite terre. Et le secrétariat général à la sécurité et la défense nationale a demandé au préfet donc, de zone, qui est également le préfet de la Réunion, d'imaginer une réponse opérationnelle en cas de catastrophe liée à ce volcan. Dans les premières estimations des scientifiques, justement, on a eu cette notion que l'île s'enfonçait, donc l'île de Mayotte s'enfonçait, et également avec des pans de Mayotte qui pourraient s'effondrer et créer un tsunami. Donc au début, vraiment un contexte très catastrophique qui a été affiné au fur et à mesure justement par les scientifiques. On l'évoquait tout à l'heure, cette boucle courte entre scientifiques et services de l'État responsables de la gestion de crise nous a permis un peu d'avancer dans la réponse opérationnelle que pouvait produire l'État pour son département qui est Mayotte. Également, toujours dans le contexte, 2017 Irma aux Antilles, qui nécessite un déploiement logistique assez hors norme du fait que ce sont des îles loin de la métropole. Et donc, un peu dans cette même logique, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale nous a demandé que la Réunion devienne un peu cette plateforme logistique en cas de catastrophe majeure. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu ensemble, comment on a réussi à imaginer cette réponse opérationnelle au sein de la zone océan Indien. Alors tout d'abord, on va regarder un petit peu l'organisation de la gestion de crise en cas d'aléa majeur au niveau de la France. Tout d'abord, celui qui est responsable de la gestion opérationnelle d'une crise, le directeur des opérations de secours, c'est le préfet chez nous. Donc les départements, et notamment les préfets de département, ont ce rôle d'organisateur de la réponse des secours. Et le préfet de Mayotte, une fois qu'il aura recensé son besoin, se tournera vers le préfet de zone, qui est le préfet de la Réunion, afin d'analyser et surtout de voir comment on pourrait répondre avec les moyens présents dans la zone, justement face à cette crise majeure. Nous, on l'a imaginé en 3 temps, une réponse immédiate en moins de 6 heures, où on envoie des équipes de reconnaissance afin d'affiner l'analyse de la situation pour justement déterminer le juste besoin. Je reviendrai dans ma conclusion sur ce juste besoin de secours, parce qu'il est vraiment essentiel. Ensuite, une fois qu'on a identifié ces premières nécessités, on va envoyer des renforts spécialisés basés à La Réunion,
Donc on les a recensés, on a fait ce travail capacitaire finalement de la Réunion pour justement envoyer les moyens nécessaires. Et puis au-delà, dans le principe du schéma de sécurité civile français, donc le département sollicite la zone sollicite le niveau national. Le niveau national a des moyens propres pour justement renforcer les zones et les départements si nécessaire. Alors avant de rentrer dans le détail, il était très important également de connaître un petit peu les forces en présence, c'est-à-dire Mayotte, sa résilience. Et on s'est tout d'abord penché sur la partie des réseaux, que ce soit à la fois télécommunications et électricité, pour connaître un petit peu le niveau de réponse de Mayotte en cas de catastrophe. Alors tout d'abord déjà, en termes de télécommunications, on a ces dernières années développé les câbles fibre optique qui permettent de transmettre Internet notamment, et donc cette transmission de données sur Mayotte. Là, vous pouvez le voir, il y a à peu près 4 câbles actuellement qui relient Mayotte, donc ce qui fait une certaine redondance qui nous permet d'être assuré qu'il y ait toujours un lien, au moins Internet, en fonction de la crise. Également, on a développé les téléphones satellitaires dans tout ce qui est service régalien, afin qu'on ait cette permanence de la communication. L'électricité également était un de nos points de vigilance, et on a pu voir que les entités responsables du réseau électrique, EDM pour l'électricité de Mayotte et EDF qui est présent ici à La Réunion, ont déjà des conventions de mutualisation en cas de catastrophe. Ensuite, il fallait une réponse donc de l'État avec 2 temps, un temps où on envoie des secours et un temps où on envoie également un renfort de sécurité. Ça, c'est le rétex Irma, où on a vu que très rapidement, en cas de dégradation du niveau de sécurité au sein d'un État, d'un département, d'un territoire, eh bien, les secours ne peuvent pas être déployés. Donc, il y a cette nécessité de trouver ce juste milieu entre capacité de sécurisation des actions de secours et déploiement des secours. Alors, déploiement des secours au sens très large. Et ça a été justement le recensement un petit peu des besoins nécessaires. À la fois, on pense très vite aux forces de secours, mais on s'aperçoit qu'il faut également, je prends l'exemple de la Piroie parce qu'ils sont avec nous, mais eux également, ils ont besoin de renforcer leurs équipes sur place. On a travaillé avec Météo France pour identifier le besoin également de renfort Météo France sur site, pour qu'on reprenne très rapidement, Mayotte reprenne très rapidement son autonomie. Et ça, il faut le penser dès le début de la crise pour éviter toujours cette abondance de secours qui vont arriver et qui vont créer un phénomène très compliqué à gérer en termes logistiques, puisqu'il va falloir alimenter les secours à un moment, en plus des populations sinistrées. Donc on a essayé de trouver la juste mesure entre tous les différents services présents à La Réunion qui vont venir renforcer justement Mayotte dans ces premiers temps. Également, on a réfléchi le secours aux populations mahoraises sinistrées en réfléchissant sur des problématiques que connaît déjà le territoire mahorais, comme l'eau, comment leur donner de l'eau, l'alimentation, en prenant en compte la population, une alimentation où on enverrait des colis sans avoir nécessité de rajouter de l'eau, donc autonomie en eau dans ces rations, un deuxième temps avec justement des fruits frais, des choses où on peut rapporter un peu d'eau puisqu'on considère que la machine commence à se mettre en route, le logement non pas à Mayotte, mais logement à La Réunion, logement qui permettrait de faire de l'hébergement d'urgence, mais également de l'accueil de populations qui ne souhaitent plus rester sur le territoire. C'est ce qui s'était passé à Saint-Martin. Les gens ne voulaient plus rester sur le territoire, ils voulaient être évacués. Et donc on a calculé avec les bailleurs sociaux le nombre de capacités possibles pour que justement on puisse accueillir ces personnes. Secours aux populations, donc là c'est quelque chose de beaucoup plus classique en termes de volets de secours, les pompiers bien sûr, les associations type Croix-Rouge, le volet médical avec le SAMU, le renfort justement des hôpitaux mahorais qui pourraient être impactés par la crise. Donc tout ça, ça a été imaginé pour savoir à peu près le volume de personnel et le volume de moyens à déployer. Donc cet objectif, c'était également de voir qu'on est très vite limité par les vecteurs. Les vecteurs qui vont nous poser des soucis, des vecteurs, et donc lorsque vous êtes limité en vecteurs, il faut penser avant la crise, et notamment prépositionner des moyens certes étatiques, et également, pas que étatiques, mais voir également ce qui existe autour.
et notamment ce que présentait tout à l'heure Christian, sur la partie prépositionnement de matériel des ONG, des associations, etc. On est vraiment une réelle vision de l'état des forces. Dans le volet secours, c'est toujours trouver ce juste milieu où vous devez envoyer des secours, mais également accueillir des blessés. Si vous mettez trop de secours de la Réunion vers Mayotte, vous n'allez plus pouvoir accueillir assez de blessés à la Réunion, puisque vous déstabilisez votre système, il est limité. On est sur une île, il est forcément limité. Et donc, on a essayé d'imaginer également les évacuations sanitaires. Vous l'avez vu pendant le Covid, on a tenté une nouvelle façon de faire de l'évacuation massive avec Air Austral et le SAMU, qui nous a permis pour la première fois, et c'était une première mondiale, d'envoyer 4 personnes qui étaient en réanimation vers la métropole. Également, on a énormément progressé dans la manœuvre logistique grâce et pendant surtout à la crise Covid, notamment avec le pont aérien et maritime qui a été mis en place dans la zone océan Indien. Il faut savoir qu'au début de la crise, donc en 2020, le préfet de Mayotte, pour limiter le nombre de contaminations au sein de Mayotte, a fermé tous les vols à destination de Mayotte. Donc plus aucun avion ne pouvait arriver à Mayotte. Et en parallèle, on a eu de gros problèmes d'alimentation par voie maritime, du fait que le trafic maritime mondial a été quasiment stoppé à un moment. Donc Mayotte s'est retrouvée quasiment sans aucune ressource. Donc il a fallu imaginer, depuis la Réunion, justement ce pont aérien et maritime à base de moyens militaires, puisqu'on en avait quelques-uns, mais également de moyens civils. Et c'est là où le rôle de la zone, c'est vraiment de faire ce point des capacités civiles et militaires pour justement avoir la vision globale de comment résoudre le défi logistique d'une crise. Donc là, par exemple, on a la chance ici à La Réunion d'avoir une compagnie basée avec des avions qui sont présents. Et donc, on a mis au point, avec notamment Air Austral, une convention qu'on peut solliciter à tout instant pour justement déployer ces moyens. On a également des moyens d'aérolargage, ce qui nous permet, en cas de problème sur les pistes, soit de parachuter des experts qui pourraient nous rétablir la piste très rapidement, mais également du matériel, des colis, etc. Donc on a exploré vraiment toutes les possibilités. On a également exploré les possibilités, et c'est les points rouges que vous pouvez voir, de plots logistiques secondaires, qui seraient plus proches de Mayotte et qui nous permettraient d'apporter une première aide et avoir des rotations plus courtes. Ensuite, il a fallu vérifier la résilience des infrastructures de Mayotte. Là, je vous montre l'aéroport et vous comprenez tout de suite que le problème il peut être très rapide en cas de tsunami. Et encore, avec le travail des scientifiques, on a pu évaluer la vague. Et avec cette évaluation de vague, on a pu s'apercevoir que l'aéroport, même dans le scénario majeur, l'aéroport serait encore utilisable. Et c'est toujours ce rapprochement entre entités scientifiques, gestion de crise, qui nous a permis non pas de partir sur un scénario complètement noir, mais sur un scénario réaliste. Et ça nous permet justement de développer ce défi et ce hub logistique. De la même façon, on a fait la même chose avec le port de Longoni, puisqu'à Mayotte, les structures essentielles, elles sont uniques, un seul aéroport et un seul port. Le tableau paraît assez beau, mais il y a quand même des limites. Des limites dans la zone, des limites de moyens, tout simplement. On a très peu d'hélicoptères de manœuvre, ce qui est essentiel pour nous. On a de nombreux petits hélicoptères de type tourisme, mais qui ne nous permettent pas de transporter beaucoup de matériel et surtout d'avoir des élongations longues. Donc ça, c'est vraiment un problème. Nos vecteurs aériens sont peu adaptés aux évacuations massives, donc il faudra penser des moyens pour aller, si on a de nombreux blessés sur Mayotte, penser différemment. Donc on a pensé aux bateaux de croisière qui pourraient être mis au large de Mayotte et qui nous serviraient en fait d'hôpital temporaire. Les navires de la Marine nationale, ils ne sont pas en permanence basés à La Réunion, ils sont également sur différentes missions. Et on travaille également sur des structures hospitalières projetables, on le travaille avec la Piroie, mais également on a des structures au sein du ministère de l'Intérieur qui permettent de déployer des hôpitaux de campagne. Tout
Tout ça va également dans une analyse de toute la zone, puisqu'on est quand même à 10 000 km de la métropole, et il faut voir un petit peu les forces en présence avec les États voisins. Justement, on parlait tout à l'heure de la COI. La COI travaille en ce sens pour essayer de trouver et dégager les synergies nécessaires pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Ce travail de tous ensemble passera par un recensement des moyens de tous, et ils doivent être connus de tous, puisque pour avoir une réponse efficace, il faut vraiment connaître. C'est un peu l'exemple du maillage justement des stocks prépositionnés de la Piroie. Ils sont connus, on sait sur quoi on peut compter, et ça c'est vraiment ce travail essentiel de transparence entre les différents États de la zone. Également, il faut penser un petit peu plus large également. Il y a différents systèmes, comme le mécanisme européen de protection civile, sur lequel les États qui sont touchés par une crise peuvent solliciter ce mécanisme européen de protection civile, où justement un État touché par une catastrophe peut directement contacter Bruxelles pour justement collecter les besoins qui lui sont nécessaires. Autre chose très importante, au-delà du juste besoin, c'est également être en accord avec le pays affecté et touché par une crise pour qu'on puisse répondre vraiment à son besoin et pas aux besoins qu'on peut imaginer pour lui. Je vous remercie, j'ai essayé de tenir les 15 minutes pour qu'on puisse justement avoir beaucoup de questions, pour que vous puissiez justement échanger sur tous les sujets qui ont été abordés, et je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps et de nous laisser un peu de loose pour les questions. Nous avons terminé le tour de table. Après vous avoir tous écoutés, il apparaît évident que tous les efforts de réponse et de préparation en situation d'urgence se doivent d'être étayés par des lois et des règlements clairs. Ainsi, je ne saurais dire si nous avons gagné le pari de l'institutionnalisation de la réponse aux catastrophes, mais je peux affirmer sans aucun doute que tous les acteurs de la zone se sont engagés, et ce depuis plusieurs années, dans un processus d'institutionnalisation qui se veut co-construit et que le droit joue un rôle structurant dans cette démarche. Merci Gaïa. Merci à tous les intervenants et en particulier aussi à Gaïa pour avoir coordonné les différents échanges et avoir assuré du coup la cohérence vraiment des interventions. Avant de passer aux questions, tant que j'ai la parole, je tiens à préciser pour faire écho aux échanges sur la table ronde numéro 2 que Madame Granger a souligné l'appui de la Fédération et de la Croix-Rouge de Maurice dans la création de la loi nationale au niveau de l'île Maurice. Et avec l'appui de la Piroie, on a pu former en fait les coordinateurs locaux de réponse aux catastrophes du gouvernement mauricien avec la Croix-Rouge de Maurice pour justement l'appropriation de leur cadre national. Donc quand on voyait tout à l'heure et quand on nous demandait un peu le lien entre la recherche, donc celle que Gaïa a pu mener sur voilà l'état des lieux du droit international des catastrophes dans la zone, à la création de formations par la Piroie et au renforcement des capacités et même au soutien des sociétés nationales à leurs États. Voilà, je pense que effectivement, je ne sais pas si on a gagné le pari de l'institutionnalisation, mais en tout cas le pari de la coopération et du renforcement des capacités dans la zone sur cette thématique me semble bien abouti. Donc ça y est, je vous laisse enfin la parole si vous avez des questions dans l'assistance. Oui, il y en a une. Et puis sur Zoom, on va vérifier aussi. Oui, il y a Madame Koultoum aussi de la COI qui va prendre la parole après. Bonjour, merci beaucoup à tous les intervenants. C'était très très riche et très informateur. Et moi, je voulais soulever en fait quelque chose qui est ressorti dans plusieurs interventions et dont on a parlé avant aussi ce matin. C'est comment coupler un peu la réponse d'urgence et ensuite la reconstruction du pays qui vient après. Pas rester sur place longtemps, vous avez évoqué Stéphane, ou bien de comment reprendre une autonomie au niveau du pays. Je pense par exemple, bien sûr, il faut une réponse d'urgence, mais quel est l'impact de cette réponse d'urgence parfois
comment faire qu'elle puisse aussi soutenir quelque chose sur le long terme. Par exemple, à Haïti, je sais qu'il y avait eu Partners in Health qui avait ouvert une usine pour fabriquer le Pumpinut pour les enfants malnutris sur place. Donc comment faire ce lien un peu, je sais que c'est un sujet plutôt peut-être transversal et un peu sur le côté de ce qu'on est en train de discuter à cette table, mais je trouve ça intéressant d'évoquer ce lien entre urgence et ensuite vraiment quelque chose sur le long terme, que ce soit... Voilà, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas si... j'avais pensé à ça en écoutant la présentation d'Isabelle, mais ou qui que ce soit qui veut répondre ou commenter. Isabelle, si tu veux dire un mot, puis après je pourrais compléter aussi pour la Piroie. Oui, bien sûr. Je crois que, tel qu'on l'a mentionné dans les présentations par les différents intervenants, c'est sûr que ce qui est proposé, c'est vraiment un cadre juridique pour la réponse d'urgence qui est sur une période courte et limitée. Donc, c'est sûr que c'est un régime d'exception. Donc, déjà là, c'est une partie de la réponse. D'autre part, c'est clair qu'une réponse efficace à une catastrophe a un impact direct sur le développement à long terme du pays, puisque si les cadres juridiques sont en place pour justement la réduction des risques de catastrophe, pour la gestion efficace des catastrophes, tout ça fera en sorte que la réponse sera beaucoup plus rapide et efficace. Donc, les populations seront à mesure de se remettre sur pied de façon beaucoup plus rapide. Et en ce sens-là, ça a un impact direct sur le développement à long terme, sur la réduction de leur vulnérabilité, puis aussi sur les facteurs socio-économiques pour s'assurer qu'il y ait, par exemple, la restauration des marchés et du commerce qui sont aussi souvent affectés par les désastres. Donc, tout ça, c'est sûr que c'est très complexe. Ce sont de très bonnes questions, mais qui sont vraiment très complexes. Et puis, à long terme, pour la reconstruction aussi, c'est sûr qu'on favorise toujours les produits locaux. Par exemple, à la Croix-Rouge, Croissant-Rouge, on favorise justement à travers nos achats que ceux-ci vont bénéficier justement aux populations locales pour favoriser la remise sur pied de l'économie locale. Donc, c'est un autre aspect qui peut être aussi être considéré. Merci. Oui, alors je voudrais alors j'ai pas de réponse à votre question précisément, mais je peux vous citer un exemple qui en montre toute la pertinence et toute la difficulté. C'est lors du cyclone Irma dont parlait Stéphane dans les Antilles, notamment à Saint-Martin. Vous avez les zones littorales les plus exposées, finalement, qui ont pris l'eau sous l'effet de la montée des eaux liées aux conditions météorologiques. Et très rapidement, mais vraiment dans les mois qui ont suivi la catastrophe, le représentant de l'État a fait modifier le plan de prévention des risques littoraux. Donc, les risques littoraux, c'est recul du trait de côte et surtout submersion marine, c'était ça qui était visé. Et a déclaré que le plan serait applicable de manière anticipée pour qu'il puisse produire ses effets extrêmement rapidement. Voilà. Ce plan de prévention des risques littoraux, mais ça c'est vraiment dans les mois qui ont suivi. Alors, le plan de prévention des risques littoraux, alors il y avait une ambiguïté, c'est un instrument juridique qui est partiellement contraignant pour tout ce qui concerne l'urbanisme et l'aménagement notamment. C'est un outil qui a été conçu pour favoriser l'aménagement du territoire, donc dans une perspective de très 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 long terme. Or là, ce qui s'est passé, c'est que, alors même que la catastrophe, que Saint-Martin n'avait pas fini de panser ses plaies pratiquement, le préfet a décidé d'utiliser ce document qui était conçu comme un instrument de développement durable, destiné à concourir au développement durable d'un territoire, l'a utilisé quasiment immédiatement pour adapter le territoire, je dirais à marche forcée, contre, on va dire schématiquement, les effets du changement climatique.
parce que ça prenait place aussi dans un contexte où le régime juridique des PPRL venait juste d'être modifié pour qu'on raisonne non plus sur les événements passés, mais sur les événements à venir liés au changement climatique. Le résultat de tout ça, donc vous voyez, alors un instrument qui était conçu comme un instrument de long terme, qui doit normalement faire l'objet de travaux participatifs relativement longs, complexes et délicats à mener, ce document-là, il a été utilisé dans un contexte pour lequel il n'a pas été fait. Le résultat, il a été immédiat, c'est que vous avez eu une crise sociale, enfin on va dire sociopolitique à Saint-Martin. C'est-à-dire que pour les habitants de Saint-Martin, il n'était pas question d'adapter quoi que ce soit. Ce qu'ils voulaient immédiatement, c'était le retour à la situation immédiatement antérieure à la catastrophe. Voilà. Et je pense qu'il y a un des éléments là-dessus, c'est véritablement, je pense qu'il faut qu'il y ait une action de formation, une action d'éducation, je pense, à faire passer. C'est que quand on a une catastrophe, par définition, ça bouleverse l'ordre des choses et la situation d'après n'est jamais le retour à la normale. On peut avoir quelque chose qui se rapproche de la normale, évidemment, mais la situation, en fin de compte, c'est jamais la même. Enfin, moi, je pense vraiment que c'est une action d'éducation de très long terme, malheureusement, mais voilà. Non, ouais. Votre question, elle est très intéressante parce que nous, on considère le secours d'urgence entre 3 et 6 semaines après une catastrophe, mais tout va se jouer avec les autorités locales. Parce que le but, c'est de ressentir leurs besoins et un petit peu, on parle des secours en général, mais chaque secours a finalement une mission en fonction de la phase de secours après catastrophe. Donc en général, tout ce qui est secours étatique, nous c'est vraiment notre but. Le secours c'est immédiat, juste après la crise quand il n'y a plus rien. Et que les États ont vraiment besoin de se reconstruire. Ça c'est vraiment notre mission. Après il va y avoir effectivement le retour à la normale, mais quel était l'état initial? C'est pour ça que cet état initial, seules les autorités locales connaissent cet état. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de savoir ça. Est-ce qu'on va dépasser l'état initial en termes de secours en apportant plus par exemple d'eau potable? C'est vraiment souvent un sujet très important. Et ça va être justement tout l'intérêt de savoir à quel moment s'arrêtent les secours d'urgence pour qu'après les programmes plus long terme, où les ONG, les associations, les Nations Unies reprennent des programmes plus longs ou qui étaient déjà en place pour justement passer la main et reprendre la main des autorités locales pour continuer finalement et avoir ce retour à la vie normale. Mais c'est très subtil ce que vous venez de pointer du doigt et c'est toujours un enjeu qui est toujours difficile à décider par les autorités locales. À quel moment on s'arrête le secours d'urgence? Et par ailleurs, avant de passer du coup la parole à Madame Koultoum de la COI, nous, Pirois, en tant qu'acteurs humanitaires, c'est ce que disait aussi présenté ce matin l'Union européenne sur le nexus humanitaire développement. Et nous, en tant que mouvement Croix-Rouge, sur le Build Back Better, mieux construire après la catastrophe et se relever aussi. C'est vraiment l'intégration en fait entre l'intervention d'urgence et des programmes d'amélioration de la résilience des populations vraiment sur le long terme. Et c'est cette intégration des deux qui permet en partie de répondre à votre interrogation. Et à ce propos, donc j'en profite pour laisser la parole à Madame Koultoum, la COI qui cofinance un programme de la Pirois justement pour veiller à cette intégration sur le Nexus. Donc, Madame Koultoum, si on peut vous donner la parole, j'ai vu que vous aviez levé la main. Merci beaucoup, Marie. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Très bien, merci. Je vous remercie de me donner la parole et de m'avoir également invité à cette conférence très importante pour la région COI. Je souhaitais juste rebondir par rapport à la dernière intervention du lieutenant-colonel Dren portant sur le recensement des moyens disponibles.
C'est un sujet très important dans le cadre de notre thématique de ce jour. Et nous avons discuté de cela effectivement au sein de la COI lors d'une dernière consultation que nous avons eue au début du mois de juin et à laquelle avait pris part le lieutenant-colonel Dren. Et je pense qu'il est très important que ce sujet-là, justement, soit mis en avant dans le cadre d'une conférence de ce niveau, afin que nous puissions justement tous avoir à l'esprit qu'un seul pays ne peut rien faire. Et c'est la base même de l'existence, de la création de la COI, c'est que nous puissions travailler ensemble pour relever les différents défis de notre région. Donc, je pense qu'il est important qu'on mette l'accent aussi sur ces aspects-là afin que nos pays puissent se mettre ensemble et réfléchir sérieusement. Et la COI est disposée, bien sûr, à accompagner les États comme toujours, le secrétariat général, comme toujours, à accompagner ses États membres pour pouvoir mener la réflexion et avoir des résultats concrets. Et c'est ce que nous allons faire dans le cadre du programme qui est financé par l'Union européenne actuellement de gestion des risques de catastrophe et sur lequel nous travaillons sur différents volets avec la PIROA, avec le Bureau de gestion des risques de catastrophe des Nations Unies, mais également donc avec tous les pays essentiellement, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres remarques ou d'autres questions? Oui. Donc, bonjour, Emmanuel Souffrin, anthropologue. Juste une remarque sur ce volet juridique voilà, que vous avez amené. On se demande parfois si ça ne construit pas parfois un état d'exception. Et donc ce problème d'état d'exception, l'acceptation de cet état d'exception, même sur du court terme et tout par les populations, on a vu dans certains endroits la méfiance vis-à-vis de nouvelles règles, de nouvelles normes qui sont imposées. Et puis la deuxième chose, je pense que c'est en lien avec ce que ma collègue vient de dire aussi, c'est que on parle beaucoup de circuits de communication, de compréhension des risques au niveau local et tout. Et il y aura beau y avoir un cadre juridique de coopération, mais si l'application après au niveau local, voilà, de l'aide n'est pas comprise et peut-être est considérée uniquement comme externe, voilà, si ce volet-là finalement n'est pas aussi travaillé au niveau juridique, on risque peut-être d'avoir ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, depuis 10 ans, dans le sud malgache et tout, exactement toujours des interventions qui viennent et qui ne résolvent pas les problèmes. Alors, qui veut répondre? Gaïa, est-ce que oui, tu souhaites réagir? Oui, c'est tout à fait. Quand j'ai étudié justement les cadres juridiques dans la zone, j'ai trouvé qu'il y avait de très beaux cadres, de très belles lois, mais le plus gros enjeu, en fait, était se l'approprier et s'assurer que tous les acteurs concernés le connaissent et sachent comment il marche. Et par exemple, à Madagascar, on voit justement des ateliers de sensibilisation pour s'approprier ces cadres juridiques. Donc, il y a vraiment une conscience de ce problème, mais en effet, au-delà d'avoir un cadre juridique, il faut savoir s'en servir et l'utiliser. Madame Granger qui nous signale qu'elle a dû partir et quitter malheureusement, mais je sais qu'il y a Maria Martinez aussi de la fédération qui est peut-être connectée. Je ne sais pas si elle est connectée et si elle veut répondre aussi à la question, elle est bienvenue bien sûr. Pour compléter ce que Gaïa a dit, effectivement, le rôle de la Croix-Rouge, puisque Madame Granger est partie, c'est aussi justement d'accompagner au plaidoyer législatif et que les sociétés nationales fassent vraiment en fait le lien entre leurs États et les lois et les populations.
Donc pour ce faire, on essaye de, comme Gaïa l'a dit, d'organiser des ateliers nationaux en fait sur le plaidoyer législatif pour que ça soit vraiment dans les deux sens, qu'il y ait à la fois un plaidoyer qui se fasse vers les États pour améliorer le cadre juridique, mais à la fois aussi de connaissance de ce cadre juridique par les acteurs locaux de la réponse, afin d'essayer de minimiser les risques que vous citez. Mais c'est effectivement un enjeu qu'on a, je pense, tous en tant qu'acteurs ou État, avec Junaid ici présent aux Comores et puis monsieur Stéphane Dren en tant qu'État en tête. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser Virginie clôturer cette première journée. Merci beaucoup pour votre attention. Un grand merci Marie et Gaïa pour cette table ronde qui était vraiment assez passionnante sur les différentes articulations qu'elle amène, avec des couches juridiques, des couches très pratiques aussi, très pragmatiques et en première ligne vraiment de ces crises d'urgence. Donc merci beaucoup, merci à la salle, merci à ceux qui sont restés connectés jusqu'au bout. Donc là, je pense qu'on va pouvoir clore notre première journée. Merci Monsieur Dupéré, merci Lieutenant-colonel Dren, merci Monsieur Djouné et Madame Granger qui est déjà partie, mais je sais que ses collègues sont connectés. Donc on va pouvoir clore cette première journée. Je vous propose de nous retrouver demain à 9h30 heure de la Réunion. Voilà, pour continuer à aller concrètement sur des enjeux de santé, sur des collaborations aussi sciences et enjeux humanitaires, et puis continuer à travailler cette question du risque, comme vient de le rappeler Monsieur Souffrin, et avec la perspective anthropologique. Le risque, c'est aussi une question de perception. On va essayer de travailler aussi ces dimensions-là demain. Donc un grand merci à tous. À demain, 9h30 sur Zoom et en direct de Saint-Denis. Au revoir. Bonne soirée.